Ça va? Bonjour à tous. Merci à vous d'être présents pour cette conférence sur un thème dont on entend légèrement parler depuis quelques mois, l'IA générative. Ça fait un peu la une de l'actualité et puis dans notre secteur de la relation client, on en entend beaucoup parler. Donc on est ravis avec Frédéric de vous accueillir pour parler de ce sujet-là. Avant de commencer, j'aimerais bien faire un petit sondage à main levée. Qui dans cette salle a utilisé ChatGPT? Là, je vois toutes les mains levées. Qui dans cette salle est abonné à la version ChatGPT 4, ChatGPT+? On a déjà un pourcentage beaucoup plus faible. Les autres, je ne sais pas si vous la connaissez ou pas, mais c'est un peu représentatif de ce qu'on peut voir sur l'IA générative. Qui d'entre vous a utilisé Bard? Donc Bard, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le ChatGPT de Google. Alors qui sait que maintenant il s'appelle Gemini depuis 4 jours? Ah, il n'y a plus grand monde. Donc voilà, tout ça pour illustrer un petit peu l'IA générative. On en a tous entendu parler, on a tous utilisé ChatGPT, je pense. Ceci étant dit, il se passe plein de choses. C'est un sujet très vaste, très complexe et qui évolue très très vite. Et donc, on va essayer aujourd'hui de vulgariser un petit peu tout ça et puis de voir comment il s'intègre dans la relation client. Alors, avant de commencer, je vais remercier Frédéric d'avoir accepté l'invitation de parler de ce sujet. Avec plaisir. Et ce que je te propose, c'est de commencer par te présenter et présenter ce que tu fais sur le sujet de l'IA de manière générale. Bonjour à toutes et à tous, je suis Frédéric Bardot, je suis le président cofondateur de Simplon, qui est un réseau d'écoles inclusives qui forme au numérique des demandeurs d'emploi et des salariés au métier de la tech. Donc Simplon, ça existe depuis 11 ans aujourd'hui pile, c'est notre anniversaire. Et on a formé presque 2000 personnes sur la data et sur l'IA depuis 11 ans. Et à titre personnel, moi je suis un geek passionné par les sujets de numérique en lien avec les questions d'intérêt général et d'impact. Et depuis voilà, septembre 2022, j'ai un peu arrêté de dormir et je suis à fond sur les IA génératives. Et dès que je découvre un sujet, mon premier enjeu, c'est de le partager avec un maximum de gens pour déjà avoir des feedbacks et voilà, et partager ma passion et voir ce qu'on peut faire d'intelligent avec des choses qui ne sont pas intelligentes. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, vous venez d'annoncer une formation avec Meta. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
Oui, c'est sorti ce week-end. On avait déjà un partenariat avec Meta. On avait fait une académie du métavers. Donc, on avait formé sur les métiers de la 3D temps réel, des gens qui font de la maintenance des casques et la gestion des flottes de casques de VR et de XR. Et là, comme ça vous a pas échappé, Meta se repositionne et est à fond sur les sujets d'IA après le métavers. Et donc, ils avaient à cœur de trouver un opérateur qui soit capable de faire des ateliers grand public pour expliquer l'IA générative de manière agnostique et de parler avec les gens de quels sont les usages qu'on peut avoir au niveau du quotidien, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Donc, on va faire plein d'ateliers en présentiel, en synchrone, dans les territoires et aussi en ligne pour former avec un objectif de 30 000 personnes qui passeront au moins une demi-journée avec nous pour parler et pratiquer l'IA générative et en comprendre l'intérêt et les limites. Super, bah, c'est un beau programme. Et donc, vous l'aurez compris, Frédéric est l'expert sur le sujet d'IA, sur cette scène. Et moi, je travaille dans la relation client depuis une vingtaine d'années. Je fais du conseil. Et donc, j'accompagne les entreprises à l'optimisation de leur service client. Donc, je vais poser des questions orientées sur le métier de la relation client. La première question, donc, par rapport à l'IA générative, si on peut commencer par une définition, je crois que ce n'est pas toujours clair. Quelle est la définition de l'IA générative et la différence avec l'IA dont on entend parler depuis une dizaine d'années? Non, non, mais il faut revenir aux fondamentaux et les mots sont importants. Donc, intelligence artificielle, c'est une notion valise dans laquelle on met tout et n'importe quoi. Donc, c'est un mot qui a été inventé en 1956. Donc, vous voyez que ça date pas de ChatGPT. Et la définition de l'IA, c'est l'ensemble des choses que font des algorithmes et des machines qui, traditionnellement, étaient faits uniquement par des humains. Donc, dès qu'on a une machine ou un algorithme qui est capable de voir, de prendre une décision, de comprendre un texte, de générer quelque chose, et avant, on était les seuls à pouvoir faire ça, on appelle ça de l'IA. Donc, vous voyez que ça mélange un peu tout et n'importe quoi. Donc, ça, c'est la grosse case de l'IA générative et de l'IA, de l'intelligence artificielle. Et dans l'intelligence artificielle, il y a plein de familles d'IA différentes. Donc, la vision par ordinateur, c'est une famille d'IA. Les systèmes experts, c'en est une autre. Les IA prédictives qu'on utilise en relation client et en marketing depuis des années, c'est une autre famille. Et là, il y a une nouvelle famille qui fait parler d'elle, qui est donc la famille des IA génératives, qui se distingue des familles précédentes en ce sens qu'au lieu de faire de la prédiction, de prévoir un chiffre, je sais pas, un arrondi de panier, la prochaine vidéo que vous allez voir sur YouTube, le mot que vous allez taper juste après quand vous tapez dans un moteur de recherche. Elles ne font pas que prédire ou classifier ou clusteriser des choses. En fait, elles génèrent, à partir d'un modèle préentraîné, des choses. Donc, ça peut être du texte, de l'image, de la vidéo, du son, des données. Et ça, ce caractère génératif, ça vient effectivement d'algorithmes et de réseaux de neurones particuliers qui ont été inventés à partir des années 2010 et notamment à 2017 pour le T de GPT, les transformers, et donc qui sont des réseaux de neurones dits génératifs et qui permettent effectivement de créer des choses là où les IA avant prédisaient des résultats ou classaient ou repéraient des modèles et des patterns dans un certain nombre de données. Donc c'est ça qui est nouveau. Voilà. Ouais. C'est qu'avant, l'IA prenait de la donnée existante et ne faisait que recracher cette donnée sous un autre format, là où aujourd'hui, elle va créer de nouvelles données. C'est ça. Ça. Voilà. Et moi, on m'a expliqué que ça fonctionne si, par exemple, on donne la phrase en 1492, Christophe Colomb a découvert, le mot le plus probable derrière, c'est l'Amérique. Donc, l'IA va nous dire l'Amérique. Si en revanche, je lui demande en 1492 qu'a fait Christophe Colomb et qu'est-ce qu'il a découvert en premier de particulier, il va peut-être me dire une île d'Amérique. Voilà, c'est un système comme ça qui va prendre une probabilité du mot le plus probable à la suite d'autres mots. Voilà, ça c'est les modèles de langage. Donc dans les IA génératives, il y a encore des sous-familles. Donc la famille la plus connue qui fait parler d'elle, effectivement, c'est les modèles de langage. Et les modèles de langage, leur super pouvoir, c'est effectivement de deviner quel est le mot. En fait, ils réfléchissent même par portion de mots. On appelle ça des tokens, qui sont vectorisés dans l'espace, sans rentrer. Mais en gros, effectivement, au-delà d'avoir quelque chose de sémantique, c'est pas du tout sémantique, c'est probabiliste et mathématique. Et donc, effectivement, leur super pouvoir, c'est arriver à terminer une phrase par le bon mot, le mot le plus probable, ou faire comme on faisait à l'école pour les plus anciens, le texte à trous. Ça, c'est d'autres modèles de langage où là, il y a une phrase, il manque un mot, et deviner le mot qui manque, ou finir la phrase quand on a le début. Ça, c'est effectivement le seul super pouvoir des modèles de langage. Donc ça, c'est les modèles de langage. Et à côté, il y a les modèles dits de diffusion, qui sont les modèles qui génèrent des images, du son, ou de la vidéo, ou de la 3D. Et là, c'est un fonctionnement complètement différent. Ça ne génère pas des tokens et c'est pas probabiliste. C'est probabiliste, mais sur des pixels. Et donc voilà, ça génère, voilà, ça apprend à mettre de la neige ou du bruit dans une image et à enlever
le bruit. Et donc, au fur et à mesure, sur des milliards et des milliards d'images, ça permet de générer une image from scratch. Et après, il y a les modèles dits multimodaux qui font du texte, de l'image, de la vision. Donc, en tout cas, on appelle ça des modèles de fondation. Et donc, il y en a 400 au niveau mondial. GPT en est un, mais il y en a plein d'autres. Donc, on voit que rien que sur la définition, on touche à plein de sujets. Là, ça résume un petit peu ce que tu viens de dire, hein, sur cet écran. C'est la différence entre l'IA générative et tous les autres modèles de deep learning, intelligence artificielle dont on entendait parler. Ce qui est intéressant sur ce schéma, c'est bien de savoir qu'il y a plein d'autres familles qui ne sont pas génératives, que toutes les autres familles, elles continuent à être probantes. Hein. On continue à faire de l'IA prédictive, alors même qu'il y a des IA génératives et elles se combinent très bien les unes avec les autres. Et puis de comprendre que ce n'est pas ChatGPT qui conduit un véhicule autonome Tesla, c'est une autre famille d'IA. Donc voilà, ce n'est pas parce qu'on ne parle que des IA génératives et notamment des modèles de langage que toute l'IA se résume à ça. Et là, on le voit bien. En fait, là, on va parler pendant 45 minutes d'un tout petit truc qui est lui-même un petit truc d'un plus gros truc, qui est lui-même un petit truc d'un plus gros truc. Et donc voilà, il y a l'IA en général. Et là, on va avoir un effet de zoom sur l'IA générative. En 45 minutes, on va parler d'un tout petit bout de ce tout petit truc. Alors, tu parlais de méta tout à l'heure. L'année dernière, au Salon de la relation client, il y avait une conférence sur les métaverses. On expliquait que le métaverse allait révolutionner nos métiers. Qu'est-ce qui fait que l'IA générative est différente du métaverse et qu'on n'est pas, comme on le voit sur cette courbe-là, juste sur un phénomène un peu hype de tendance, de nouveauté qui fascine? Oui, cette courbe qui est issue du cabinet Gartner, donc qui voit bien comment fonctionnent les mécanismes technologiques. Il y a toujours un emballement au début qui est très très fort. Et donc là, on est au sommet de la courbe de hype. Donc en fait, tout le monde ne parle que de ça, c'est la mode. ChatGPT et toutes les IA génératives ont tout révolutionné, c'est la solution à tout, il n'y a aucun problème, et il faut juste déployer. Et donc après, on rentre, et là, on va y être dans la vallée de la désillusion, elle s'appelle cette vallée, quand ça redescend, où on se rend compte qu'il n'y a pas que ça, que les cas d'usage et le ROI est peut-être pas génial, que c'est peut-être pas la panacée pour tous les cas d'usage. Donc voilà, l'année dernière, le métavers était au top de sa hype. Quand un acteur de type Facebook se renomme en s'appelant Meta et met plusieurs dizaines de milliards de dollars par an en disant « je crois au métavers », forcément, ça génère de la hype. La différence avec la hype d'aujourd'hui, c'est que qui a un casque de VR chez lui? Vous pouvez lever la main. Voilà. Et on ne refait pas lever la main sur qui a déjà utilisé ChatGPT, puisque tout le monde l'a utilisé. Donc il y a une adoption qui est complètement naturellement très très différente. Le métavers, c'est quelque chose que des gens essayent de pousser, et vous voyez qu'à la suite de Meta, maintenant c'est Apple, avec le Vision Pro, qui essaye de pousser la réalité mixte, mais l'adoption n'est pas encore là, alors que là, tout le monde, dans le monde, 1,6 milliard de personnes après, ont déjà joué avec ChatGPT en ligne. Donc là, l'adoption, elle est massive. Et quand l'adoption est massive, il se passe des choses qui ne se passent pas que quand il n'y a personne sur le métavers. Et le patron de NVIDIA, qui est celui qui construit une partie des puces qui font tourner les modèles de langage, a dit que ChatGPT, c'était le moment iPhone de l'IA. Et là, c'est vrai qu'il y avait des smartphones avant l'iPhone, mais on va dire qu'avec l'iPhone, il s'est passé quelque chose. On a eu tous des téléphones dans notre poche. Là, c'est un peu la même chose. Alors, ça existait avant. Donc, ce qui est hype et révolutionnaire, c'est pas la techno, c'est l'usage. Et là, cet usage-là, a priori, il est là pour durer, pas comme le métavers. Ça me fait penser à une anecdote que j'ai à partager chez un client où j'étais sur leur plateau de relations clients. Et tous les conseillers, dès qu'ils écrivaient un mail, donc ils prenaient le mail de la base de connaissances, les mails qui ont été écrits, préformatés. Ils prenaient le mail, ils le copiaient-collaient dans ChatGPT en disant correction de points et ils demandaient à ChatGPT de le corriger. Donc quand on parle d'adoption, on voit bien que même si les entreprises n'ont pas, en tout cas dans cette entreprise, il n'y avait pas un outil qui avait été mis en place, les équipes l'utilisaient. Et j'ai vu une étude aussi qui disait qu'il y avait beaucoup d'employés qui utilisaient ces outils-là, mais qui ne voulaient pas le dire à leur patron parce qu'ils gagnaient tellement de temps qu'ils avaient potentiellement un petit peu peur qu'on leur en donne un peu plus à faire. Donc ça, c'est juste pour illustrer ce que tu dis sur l'adoption. Et j'ai envie de faire le lien du coup avec dans la relation client, quels sont les usages que peut avoir l'IA générative, quels sont ceux que tu vois et que tu anticipes? L'IA, il y a plein de gens qui comparent ça à l'électricité, à la machine à vapeur. C'est-à-dire que c'est ce qu'ils appellent, et il y a une petite blague avec ce nom-là, c'est une GPT. Donc c'est pas la même GPT, c'est une General Purpose Technology. Donc c'est-à-dire c'est une technologie à usage général de l'IA, comme l'électricité, ça peut servir à faire plein de trucs différents.
dans plein de métiers différents, dans plein d'industries différents, au titre particulier, sectoriel, dans un métier, je sais pas quoi. Et donc l'IA générative, c'est pareil, elle a un côté GPT, on peut l'utiliser pour faire des poèmes à la con et puis faire son discours de, de départ en retraite, et on peut l'utiliser aussi pour transformer des métiers, pour générer des deepfakes, pour générer plein de choses. Et donc les métiers de la relation client et les cas d'usage qui sont liés au côté conversationnel des modèles de langage, hein, parce que là, en fait, ce qui nous a tous surpris avec ChatGPT, c'est que pour une fois, on parle à un chatbot qui nous répond correctement et qui a même l'air presque humain et qui est vraiment très interactif parce qu'il a été fine-tuné pour être très très interactif et très dans le langage. Et ça, c'est ce qui manquait quand même un petit peu au chatbot d'avant. Donc forcément, un des premiers métiers, le cas d'usage le plus documenté au monde par des labos de recherche, etc., en termes d'impact sur la productivité et la transformation des métiers, c'est le côté conversationnel et c'est les call centers, la relation client. Donc voilà, c'est le cas d'usage le plus documenté. Si vous prenez 4000 personnes, 4000 entreprises qui ont fait un proof of concept sur l'IA générative, la plupart du temps, c'est un chatbot. Et notamment dans la relation client ou vers des clients internes, hein, pour le RH, pour des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est le premier truc, c'est effectivement faire une foire aux questions conversationnelle où on interagit avec un modèle de langage au lieu d'interagir avec un humain. Et après, ça, c'est un peu plus complexifié, on va peut-être y revenir, mais où en fait, on augmente les conseillers clientèle avec de l'IA. Et voilà, on répartit différemment les tâches. Mais voilà, le premier impact et le plus documenté, ça a été effectivement celui du chatbot. C'est ce qu'on voit ici sur ce slide, Mm. sur l'étude, Mm. qui illustre ça. Alors effectivement, on a un petit peu échangé sur les applications dans la relation client. Et ce qu'on voulait vous partager là, c'est que finalement, il y a les exemples que tu as repris. Donc on peut l'illustrer en se disant, l'IA générative, elle va nous servir déjà avant le contact avec un humain. Donc c'est tout ce qui est voicebot, chatbot, dont on parle beaucoup, qui est un peu la face émergée de l'iceberg. C'est aussi valable, tu m'en parlais, hein, sur la partie marketing, comment je rentre en contact avec mon client, quel contenu je lui pousse, comment je personnalise mes messages marketing. Comment j'analyse aussi les discours, hein, ce que c'est très très bien faire un modèle de langage, c'est de la classification de texte en fonction d'un ton, de dire que c'est positif, négatif, qu'il y a de la colère dans une expression ou qu'il n'y en a pas. Ça, c'est vraiment typiquement quelque chose que savent bien faire un modèle de langage. Et en marketing ou en social listening ou en analyse de retombées presse ou de conversation ou d'avis client, ça peut être utile d'avoir effectivement un outil qui classifie comme ça. Donc ça aussi, c'est un cas d'usage utile. Oui, ouais, ça c'est alors ce qu'on voit, c'est après le contact finalement. Effectivement, moi c'est ce que je peux voir dans mon quotidien. C'est presque là où c'est une porte d'entrée peut-être plus facile parce que on met pas la machine en direct en contact avec les clients. Elle nous sert plus comme un outil d'analyse sur la qualité des interactions qu'on a. Donc tout ce qui est speech analytics, tout ce qui est analyse des sentiments. Il y a beaucoup d'entreprises qui réfléchissent à se dire finalement on va arrêter d'envoyer des enquêtes NPS. Je pense qu'on en a tous un petit peu marre de recevoir d'emails qui nous demandent comment s'est passé le dernier contact et 2 jours après comment s'est passé à nouveau le dernier contact, alors que ces outils-là peuvent nous permettre d'avoir finalement une mesure de la satisfaction de manière automatisée. Puis après, il y a une autre frontière qui a été complètement explosée par les modèles de langage, c'est qu'en fait, ils traduisent aussi, hein. Donc sur les versions antérieures de ChatGPT, hein, les versions 2 et même la version 1, les modalités de traduction étaient assez mauvaises. Même la modalité de génération de texte n'était pas très bonne. Et au fur et à mesure où les données d'entraînement et la taille du réseau de neurones, le nombre de paramètres a augmenté, il y a des capacités émergentes qui se sont affinées. Et la traduction, maintenant, par les modèles transformers, elle est quand même assez bonne. Et donc là aussi, dans les métiers de la relation client, se dire qu'on peut traduire soit en asynchrone, soit en live des textes ou du speech to text et de faire un peu la tour de Babel dont on rêve, c'est-à-dire tu parles dans ta langue et moi je te comprends dans la mienne et vice-versa. Ça, c'est quelque chose qui peut impacter très fortement la relation client aussi. Ah, c'est sûr, je ne sais pas s'il y en a certains parmi vous qui gèrent des centres multilingues, mais en gestion de flux, c'est un peu un casse-tête. Donc effectivement, si on peut avoir tous les conseillers d'une entreprise internationale qui peuvent répondre à tous les clients partout dans le monde, ça peut simplifier certaines choses. Pas toutes, mais certaines. Et après, tu parlais effectivement du conseiller augmenté dont on parle beaucoup, avec la machine qui va lui suggérer des réponses par rapport à la base de connaissances quand il est en échange avec un client, lui suggérer aussi quel est le sentiment du client à ce moment-là et comment potentiellement interagir avec lui. Donc c'est des applications qu'on voit dans notre métier de la relation client. Alors ça amène une question qui fait un petit peu peur, c'est finalement, on voit qu'on automatise énormément de choses. Là, il y a vraiment
un gap qui a été pris par l'IA générative. Donc, comment vont évoluer nos métiers? Est-ce qu'il va pas y avoir de la destruction de métiers avec cette innovation? Toutes les ruptures technologiques ont amené un bouleversement en termes de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc, il y a toujours eu de la destruction-création pour faire le Schumpeter de base. Pour l'instant, le solde net entre la destruction et la création a toujours été à l'avantage pas des gens qui ont eu leur emploi détruit, mais globalement, à une maille macro, il y a toujours eu beaucoup plus d'emplois qui ont été créés par les ruptures technologiques que d'emplois qui ont été détruits. Ça, la littérature scientifique est très très claire là-dessus. La deuxième chose que la littérature scientifique affirme vraiment de manière assez concrète, c'est qu'on surestime toujours beaucoup les effets à court terme, en termes de valeur ajoutée, hein, la courbe de hype, mais aussi de destruction d'emplois, et on sous-estime beaucoup les effets à long terme. Donc en fait, c'est très difficile de se projeter sur comment vont évoluer les métiers. La réaction de dire oh là là, ça va remplacer mon job, elle est souvent assez mauvaise, sauf quand on est, je sais pas, poinçonneur des lilas et qu'il y a du poinçonnage automatique de tickets, ou si on est traducteur, par exemple, bah là, on a un métier qui est quand même directement impacté par ce genre de technologie. Et donc voilà, pour l'instant, ce qu'on dit, c'est que les automatisations sont au niveau de la tâche, mais pas au niveau du métier. Donc ça veut dire que dans les tâches qui sont dévolues à des gens qui travaillent dans la relation client, il faut regarder, faire de l'analyse du travail, de l'ensemble des tâches qu'ils ont à faire. Et dans ces tâches-là, il y a des tâches qui peuvent être automatisées quasiment complètement par l'IA, mais ça ne veut pas dire que le métier est automatisé. En revanche, ça pose la question de la quantité. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut autant de gens pour faire le même métier qu'avant? Là, effectivement, il y a un doute qu'on peut avoir avec les métiers de la relation client, avec les graphistes, maintenant qu'il y a Midjourney, avec les traducteurs, maintenant que les modèles transformers traduisent. Donc voilà. Mais il y a autre chose qui est intéressant et qui est bien validé aussi par la littérature scientifique, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un skill bias. Donc en fait, les gens qui sont augmentés par ces technologies-là sont plutôt les gens qui ont un faible niveau de qualification. Il y a vraiment beaucoup d'études qui montrent que, je sais pas, un CEO ou un consultant senior du BCG, parce qu'il y a eu une étude d'Harvard là-dessus, lui, il voit sa productivité et ses tâches automatisées à hauteur de 17%, alors que des gens qui ont un niveau de qualif inférieur, en fait, ça peut aller jusqu'à 40%. Et ça, à Simplon et en général, je trouve que c'est quelque chose qui est assez intéressant. Ça veut dire qu'en fait, les gens qui vont être le plus boostés et pas le plus remplacés par l'IA, bah, c'est plutôt des gens avec un faible niveau de qualification. Peut-être que les gens que vous avez dans vos entreprises, en fait, vont pouvoir faire infiniment plus de choses que ce qu'ils faisaient avant. Et peut-être qu'il y a des choses un peu répétitives ou peut-être un peu de faible niveau de qualification, en fait, vont disparaître pour être automatisées. Et donc, on va pouvoir switcher sur d'autres types de trucs. Donc ça, c'est ce que dit un peu la recherche scientifique. Mais bon, c'est un peu de la magie noire, hein, parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer, ça dépend de plein de choses. Tous les gains de productivité qui vont être faits vont créer aussi de l'emploi, vont créer aussi beaucoup d'activités, et donc on aura encore plus besoin de relations clients parce que le PIB net mondial va augmenter. Et donc voilà, il y a des transferts comme ça de charges qui font que c'est pas juste l'IA va remplacer mon job et on va tous mourir et Terminator, quoi. Ça, il faut, je pense, arrêter ce genre de choses. Merci pour ce discours rassurant. Je trouve que dans ce que tu dis, ce qui est intéressant, c'est aussi de regarder l'histoire. Et juste à ma petite échelle, moi, il y a 20 ans, quand j'ai commencé dans la relation client, je me souviens d'avoir vu une étude de Gartner qui disait le poste de conseiller client va disparaître dans les 2 ans. 50% de ces métiers-là vont disparaître parce qu'il y a Internet, il y a le self-care, il y a les bots. Bon, force est de constater 20 ans plus tard que finalement notre métier n'a pas du tout disparu, et au contraire, il y a plutôt plus de conseillers clients qu'avant, parce qu'au final, les innovations technologiques ont permis de répondre aux exigences de plus en plus fortes des clients. Donc finalement, c'est des outils qui vont nous aider à avoir une meilleure qualité de réponse aux clients, à faire des tâches à forte valeur ajoutée, à se concentrer sur ces sujets-là. Ouais, puis on peut se dire que le gâteau va augmenter. Il y aura de plus en plus d'activités, donc de plus en plus de besoins de relations clients. Je dois vous avouer que ce qui m'a poussé à me jeter à fond dans l'IA générative, c'est que côté Simplon, je me suis dit, mais en fait, on est mort parce que c'est les IA qui vont coder à la place des juniors. Et donc, tout ce qu'on fait à Simplon de former gratuitement des gens au métier de la tech, en fait, on va disparaître. C'est un peu ça qui m'a poussé. Et donc, c'est ça qui a fait que j'ai vraiment creusé les choses. Et effectivement, c'est la réalité complètement différente. Pareil, il y a un truc qui est assez confirmé par la recherche, c'est que entre le moment où une technologie disruptive apparaît sur le marché et le moment où elle a adopté à peu près 50% de la totalité du marché, en fait, il s'écoule
Si je faisais un sondage, en fait, il s'écoule entre 17 et 21 ans. C'est-à-dire qu'en fait, ces technos-là sont là, mais le temps qu'elles se propagent dans toutes les entreprises, à peu près à 50% de l'adoption, c'est pas une histoire de mois ou d'années, c'est peut-être une dizaine d'années. Et donc ça aussi, pourquoi? Parce qu'il y a du change, parce qu'il faut former les gens, parce que tout le monde n'a pas les moyens, parce qu'il faut peut-être remplacer des trucs, investir. Enfin, je veux dire, ça prend du temps. Et l'IT dans la banque, la téléphonie mobile, l'électricité, le truc à vapeur, ça a mis des dizaines d'années à se déployer. Donc là, tout le monde nous dit que mais non, ça va être instantané et qu'on va avoir une intelligence générale artificielle dans 2 ans. Ces gens mentent. C'est vraiment du marketing pour attirer l'attention sur eux. Et donc, effectivement, depuis les années 50, on annonce que l'IA va remplacer les humains. Marvin Minsky, qui a été un des premiers à faire de l'IA, a dit mais on va finir comme des pets, donc des animaux domestiques. On va être domestiqués par l'IA dès les années 50. Donc voilà, c'est un peu comme les voitures volantes, quoi. On les annonce toujours dans 2 ans ou l'hyperloop, et en fait non. Alors, en parlant des freins, c'est intéressant que tu parles de ça. Moi, j'en vois un et j'aimerais bien que tu nous apportes un peu tes lumières là-dessus. J'ai lu, là, vous l'avez peut-être vu, une célèbre entreprise de livraison qui a lancé son chatbot avec de l'IA générative. Et puis, il y a un client un petit peu joueur qui s'est dit, tiens, je vais voir comment réagit le robot. Il a réussi à contourner le robot et il lui a dit, est-ce que tu peux me faire un poème sur un chatbot qui ne fonctionne pas pour une entreprise de livraison? Et donc, il a fait un joli poème que je vais vous lire. Un jour, le chatbot a finalement été arrêté et les gens ont enfin pu avoir l'aide dont ils avaient besoin de la part d'une vraie personne qui savait ce qu'elle faisait. Voilà, donc c'est un des travers de, de l'IA générative et de mettre un chatbot. Donc, comment on fait pour ne pas se retrouver dans le cas de cette entreprise de livraison qui s'est dit super, je lance un nouveau chatbot avec IA générative et éviter que ce chatbot se transforme en rédacteur de poèmes? Mais là encore, tu as été gentil, tu as donné que la partie poétique de l'histoire. Il y a une partie où le client faisait dire au chatbot du mal de son entreprise, de l'entreprise qui avait monté le chatbot. Donc ça, c'est quand même pire. Donc là, on a affaire à deux choses. Un, le rappel que les IA génératives sont des IA qu'on dit stochastiques, donc elles sont probabilistes, non déterministes. Donc en fait, on ne maîtrise pas la totalité de ce qu'elles sont capables de générer. Il y a un effet black box, hein, c'est une boîte noire, ce réseau de neurones, et donc on ne sait pas pourquoi parfois ChatGPT ou les autres hallucinent ou confabulent, on devrait dire, et balancent des trucs comme ça. Et la deuxième chose, c'est qu'au niveau du paramétrage, il était conseillé, voire indispensable, de mettre des barrières qui empêchent le chatbot de critiquer son employeur ou de faire des choses qui n'étaient pas possibles. Et visiblement, le paramétrage, là, a fait défaut. Et donc, je pense qu'ils ont été un peu vite en besogne et qu'ils n'ont pas eu le temps de tester, de bien mettre les garde-fous, mais il est possible de contrôler ce genre de choses, à la limite qu'un modèle de langage reste quelque chose de probabiliste et de difficile à contrôler, on va dire. C'est-à-dire qu'on peut dire au modèle de s'arrêter un certain jeu de données, lui donner des règles. Ceci étant dit, il va quand même créer de la donnée et ça veut dire qu'il faut un contrôle finalement de son chatbot pour s'assurer qu'il reste dans ce qu'on a envie qu'il dise aussi à nos clients. Bah, on peut le brider en termes de données. On peut lui donner des garde-fous, hein. Quand vous dites à ChatGPT, tu es un expert en relations clients et tu vas m'aider à faire ma base de connaissances pour mon call center, vous lui donnez un rôle et vous pouvez spécifier la manière dont les outputs vont être générés en disant quel ton. Et vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle un prompt négatif, c'est-à-dire je ne veux pas que tu dises ou que tu fasses ceci, ceci, ceci. Et donc là, dans les prompts négatifs, on aurait pu très bien dire à aucun moment, sous aucun contexte, il faut que tu critiques DPD, parce que c'était ça le service de livraison. À aucun moment, il faut que tu ailles sur des tâches qui ne sont pas celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et normalement, ça aurait pu en tout cas fonctionner. Mais ce que ça apprend, c'est surtout que l'IA, c'est une autre forme de culture où le 100%, le perfectionnisme et le contrôle est complètement quelque chose à exclure. Quand on fait de l'IA, on sait qu'on est sur des choses qui sont non déterministes, bayésiennes, probabilistes. Et donc, pour le coup, les perfectionnistes et les gens qui veulent que tout soit parfait et qu'on ait recetté tous les cas et qu'on soit sûr de notre coup, bah, faites pas de l'IA. Parce que pour le coup, c'est pas aussi déterministe et aussi facile en fait d'encadrer les choses. Et on dit souvent qu'en IA, avec 70% de trucs positifs, bah, on est bien. Alors qu'il y a quand même 30% de déchets, hein. Donc, il y a un tableau du pourcentage d'hallucination de tous les modèles. Et il y en a qui sont à 15-20%. Bah, voilà. Est-ce que vous êtes prêts à ce que 15 ou 20% de vos réponses puissent être un peu fantaisistes? Voilà. En termes d'entreprise, c'est une question qui se pose. Je pense que la réponse sera plutôt non. 15-20%, c'est énorme. Je refais le lien avec les nouvelles tâches
qu'il y a dans les métiers. On voit de plus en plus de personnes qui sont des entraîneurs de bots, donc c'est des conseillers clients qui vont finalement tester la machine, la tordre dans tous les sens pour justement s'assurer que toutes les réponses sont correctes et qu'on ne dérive pas sur des réponses de ce type-là. Et une autre question que j'ai pour toi, c'est quand on voit toutes les applications potentielles en entreprise et la complexité de ce sujet, finalement, par où commencer? Comment on fait pour se dire, OK, je vois ce TGV là en route de l'IA générative, comment je fais pour moi le mettre en place dans ma relation client? Bah, je crois que comme d'habitude, il faut prendre les choses à plat, c'est-à-dire il faut déjà savoir de quoi on parle. L'IA générative et l'IA en général, c'est comme le sexe chez les ados, tout le monde en parle, personne ne pratique, mais tout le monde a un avis sur le sujet. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire, c'est-à-dire il faut s'acculturer, il faut faire venir des gens qui savent un petit peu de quoi ils parlent pour pouvoir avoir une présentation, un panorama de qu'est-ce que c'est que ces technologies. Donc ça, c'est des choses que moi, je fais la moitié de mon temps, qu'on fait beaucoup à Simplon, mais on n'est pas du tout les seuls, il y a plein de gens comme ça. Ce qui est très important, c'est que vous puissiez faire une acculturation où on ne vous vend de rien. Ça, c'est très important parce que vous savez, les seules personnes à être devenues riches pendant la ruée vers l'or, c'est les vendeurs de pelles. Et là, en ce moment, les vendeurs de pelles sont de sortie, et donc tout le monde a quelque chose à vous vendre. Donc c'est hyper important que les gens qui vous acculturent à ces sujets-là soient des gens qui soient agnostiques et qui ne soient pas intéressés à vous vendre une solution plutôt qu'une autre. Ça, c'est très important de garder cette espèce de distance critique, sinon, en fait, vous allez vous faire fourguer des trucs. Hein. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des gens bêtes. Il faut leur expliquer comment fonctionne un modèle de langage. Donc là, on l'a fait sans vraiment le faire. Mais moi, ce que je fais, c'est que je montre pas à pas comment a été construit un modèle de langage de type GPT. Et quand on comprend qu'il y a eu des centaines de milliards de données, que c'est la quantité qui compte et pas la qualité, et qu'un mode d'emploi de machine à laver, un tweet d'Elon Musk et un éditorial du New York Times, ça a le même poids dans les données d'entraînement, déjà, on comprend. La deuxième chose, c'est que c'est tokenisé, c'est coupé en petits bouts qui sont transformés en chiffres et qui sont mis en vecteurs. Et donc, le sens disparaît. ChatGPT, les modèles de langage, ne savent pas ce que vous leur racontez quand vous mettez un prompt et ils ne comprennent pas ce qu'ils génèrent. Donc, ils utilisent des schémas mathématiques probabilistes, mais ils n'ont pas de sens, ni de raisonnement, ni de vision du monde, etc. Et la deuxième et troisième chose, désolé, je vais être un peu long, mais c'est pas que de la génération probabiliste, il y a une morale, une constitution qui est affectée à chaque modèle. Les modèles sont rééduqués, alignés, on appelle ça en IA, et il y a des gens qui expliquent au modèle de langage qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui est légal. Et donc si vous demandez à ChatGPT, je le fais souvent en formation, comment faire un plan machiavélique pour assassiner le président de la République, il va vous répondre, je ne peux pas vous aider à faire ça parce que c'est illégal. Ou comment faire une bombe avec des produits ménagers dans ma cuisine, il a été rééduqué et aligné pour ne pas donner une réponse qui soit immorale ou illégale. Donc ça veut dire qu'il y a des valeurs humaines qui ont été inculquées à chaque modèle de langage et qu'il agit dans un cadre, qui est un cadre culturel. Donc ça, c'est important aussi dans le modèle DPD. Là, voilà. C'est pour ça que je sais pas, les Chinois, les Moyen-Orientaux, les Français, les Américains, ils vont pas faire les mêmes modèles de langage. Et puis la dernière chose, c'est qu'ils ont des limites intrinsèques. Hein, donc ils sont bridés. Leur modèle s'est arrêté à un moment. Donc ChatGPT 3.5, c'est en janvier 2022. Il ne sait pas ce qui s'est passé après. ChatGPT 4, c'est septembre 2023. Et donc, il faut qu'ils soient connectés à Internet pour compléter leurs données d'apprentissage. Donc, en fait, il faut expliquer aux gens comment sont faites les choses. Et après, on est moins surpris qu'il y ait des hallucinations, qui balancent des poèmes, parce que sinon, en fait, on ne voit pas bien d'où ça vient. Donc, voilà, être agnostique, n'avoir rien à vendre, et puis expliquer aux gens vraiment et les faire pratiquer. Voilà, cette compétence qu'on appelle le prompt engineering, par exemple. Tous les gens sont beaucoup déçus par les premières interactions qu'ils peuvent avoir avec un chatbot conversationnel parce que souvent, on ne leur a pas appris comment formuler leurs requêtes. Et la littérature scientifique montre que le prompt est vraiment très sensible sur la génération de ce qui va être fait. Donc, ça veut dire un bon prompt, ça va vous générer un bon résultat, et un mauvais prompt, un mauvais résultat. Donc, voilà, là encore, ça s'apprend. C'est une compétence qu'on va tous devoir avoir, comme on a eu les moteurs de recherche avec les requêtes et machin. Mais là, c'est plus compliqué. Et là aussi, c'est un peu bizarre, puisque la recherche montre que si vous dites à un modèle de langage que vous allez lui donner 200 $ s'il donne une bonne réponse, le résultat sera meilleur que si vous ne le donnez pas. Donc, ça veut dire que la corruption marche. Vous pouvez aussi lui mettre la pression.
Ça, c'est documenté, hein, il y a des études scientifiques. Si vous dites « ma vie dépend de la réponse que tu vas me donner », la réponse sera objectivement meilleure que si vous ne dites pas ça. Et il y a des formulations, des mots qui réagissent plus avec les modèles de langage. Donc ça paraît irrationnel, mais en fait, c'est comme ça. On ne sait pas pourquoi, ou on imagine. Et donc, voilà, chaque modèle aussi réagit différemment. Donc là encore, il faut pratiquer, il faut pas s'en tenir à ce que vous lisez dans la presse et pas hésiter entre Terminator ou ça va sauver le monde. En fait, c'est ni l'un ni l'autre, quoi. Il faut mettre les mains dedans. Donc, première étape, c'est clair, se former. Être curieux aussi, je pense, de tester effectivement tous ces outils. On s'arrête souvent au premier, hein, ChatGPT, mais il y en a énormément, comme tu l'as bien dit. Donc, aller chercher d'autres outils. Après, une fois que je suis formé, ça y est, j'ai une bonne idée de ce que c'est. Je fais comment pour choisir quoi mettre en place? En parallèle de la formation, il faut qu'il y ait une charte d'utilisation et des guidelines, parce que si vous commencez à faire du chat GPT partout et que votre DSI ou votre IT n'est pas d'accord, ou que le service juridique n'a pas validé ça, ou que vous balancez des données confidentielles de l'entreprise dans la nature, ça ne va pas le faire. Donc en fait, il faut à la fois monter en compétences et donner un cadre de référence, une charte d'utilisation. Donc ça, c'est vraiment les 2 premières choses à faire. Donc comme tu l'as dit, hein, il y a du shadow, du shadow ChatGPT. Donc il y a des gens qui utilisent ChatGPT avec les données de la boîte de manière masquée ou pas publique, on va dire. Donc ça, il faut absolument encadrer ces usages-là et puis créer une espèce de zone de sécurité, soit un bac à sable, soit des outils qui soient validés, qui soient sur vos clouds à vous, qui font qu'il n'y ait pas de problème de sécurité ou de confidentialité ou de RGPD. Et une fois qu'on a cet environnement sécurisé, plus la formation, l'étape d'après, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ça? C'est-à-dire, c'est les cas d'usage. Donc là encore, c'est pas on a un marteau, on cherche des clous, c'est quels sont les problèmes qu'on a, comment on analyse nos métiers, quels sont les endroits où on sait qu'on peut gagner du temps, de l'argent, de la valeur. Et à ce moment-là, est-ce que l'IA peut y répondre? Si oui, est-ce que c'est de l'IA générative ou de l'IA traditionnelle? Et donc voilà, on part pas de c'est super, il faut qu'on fasse un truc avec ChatGPT, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? C'est en quoi ça crée de la valeur pour les problèmes business que vous avez ou les problèmes de coûts, des choses comme ça, quoi. Et après, voilà, on déroule et on évalue le ROI. Je crois qu'on avait une petite Oui, slide on a un là-dessus. slide là-dessus, effectivement. Ouais. Donc ça, c'est comment le mettre en œuvre, mais un des freins encore aujourd'hui sur l'IA, c'est le ROI. Et donc, par rapport à ce que tu disais, si on adapte ça à la relation client, c'est finalement de repartir du besoin client. Où est-ce que mes clients me contactent le plus? Où est-ce qu'ils expriment le plus de besoins et en quoi l'IA générative et les outils associés peuvent y répondre? Ouais, puis mes troupes, mon staff, en fait, à quoi ils passent leur temps? Est-ce que c'est vraiment du temps à valeur ajoutée ou pas? Est-ce qu'ils pourraient pas faire autre chose de mieux? Et effectivement, ce qui freine les cas d'usage, c'est les questions de confidentialité et de sécurité, parce qu'on n'est pas sûr des certains outils. Et après, le ROI, parce que là aussi, je vous ai parlé des tokens tout à l'heure. En fait, dès que vous jouez avec un modèle de langage, à chaque fois qu'il génère des tokens, donc des mots, en fait, ça coûte en termes d'inférence, en cloud, en puissance de calcul. Et donc, en fait, plus vous faites générer des choses à une IA, plus ça coûte cher. Donc, ne me demandez pas comment s'y retrouve OpenAI et tous les acteurs. Hein. Je pense qu'ils sont pour l'instant à perte. C'est le cas, ça a été documenté pour Copilot de GitHub qui génère du code là, chez Microsoft. Ils disent qu'ils sont quasiment à perte de la moitié. C'est-à-dire qu'en gros, ils le facturent 25 $ et ça leur coûte 50. Donc oui, donc voilà. Mais donc c'est un robinet et il n'y a pas d'économie d'échelle. Donc si vous dites demain, j'ai 100 000 clients qui parlent à mon centre de relations clients, je passe tout sur ChatGPT et donc il y a 100 000 personnes qui vont jouer à générer des tokens toute la journée avec ChatGPT, ça va vous coûter un bras monstrueux. Et donc peut-être que le ROI, il n'existe pas. Donc en fait, voilà, c'est des technologies qui sont chères aussi. Et donc voilà, à prendre un abonnement ChatGPT à 20 € par mois par personne, c'est pas forcément cher, mais si vous avez 5000 personnes fois 20 $ par personne par mois, ça commence à ressembler, parce que c'est à peu près ça hein, que Microsoft, Google vont facturer. C'est en plus de vos licences habituelles, Office 365, Teams, machin bidule, ils vont rajouter entre 20 et là ce sera plutôt même, je crois, 30 $ par utilisateur par mois, en plus de la licence normale. C'est pas rien non plus, quoi. Donc voilà, c'est pas des technologies qui sont neutres en termes de ROI, donc il faut vraiment être sûr de notre coût quand on déploie un POC. Il faut bien analyser ça, parce que sinon on se fait plaisir, on fait le malin, on a un article dans la presse en disant qu'on fait de l'IA générative, et puis à la fin de la journée, le DAF, il est pas content. Très bien, merci beaucoup Frédéric. Il nous reste quelques Merci à minutes vous. pour des questions si vous en avez, pour compléter le sujet. Allez, la première est toujours la plus difficile.
Vous êtes tous timides sur l'IA? Vous pouvez demander à ChatGPT une question. Vraiment pas? Pourtant, c'est un sacré sujet. Oui, bonjour, merci pour ces explications très claires. Vous parlez de paramétrage de l'outil, je le comprends très bien, mais j'imagine que celui qui l'a fabriqué lui-même l'a déjà paramétré avec toutes les phases d'apprentissage dont vous parliez. À quel moment on sait comment on se fait manipuler et pour quel objectif? Et puis la deuxième question que je voulais poser, c'était par rapport aux questions qu'on pose qui sont une forme d'information sur nous-mêmes, généralement nos points faibles parce que c'est ce qu'on veut travailler. Là aussi, quid de la confidentialité des sujets qu'on amène à cet outil que, si j'ai bien compris, personne ne maîtrise. Sur le premier point, je dirais que les différents garde-fous qui sont mis au début par OpenAI quand on parle de ChatGPT ou les autres, et ceux que vous mettez après dans le cadre d'un cas d'utilisation ou d'un cas d'usage, ils peuvent pas être contradictoires. C'est-à-dire que vous pouvez pas prendre un modèle de langage qui a été aligné pour ne pas dire des trucs illégaux et lui demander de faire des choses illégales. Avec un modèle, on va dire, de type ChatGPT, ce serait difficile, voire impossible. Avec un modèle open source, ce serait possible. C'est-à-dire que les modèles open source, on a aussi, on va dire, le mode d'emploi de la manière dont ils ont été alignés. Et il n'est pas très compliqué, quand on sait un peu faire du machine learning, de faire sauter ces barrières-là et de prendre un modèle open source sur étagère et de lui faire du spam, des attaques de cybersécurité, des armes biochimiques et des choses comme ça, avec un résultat qui sera plus ou moins intéressant, hein, ça dépend. Mais donc ça, c'est voilà. Il peut y avoir des contradictions entre les deux, et donc voilà, si vous utilisez un modèle comme Midjourney, par exemple, pour faire des images, jamais vous pourrez représenter une image de, je sais pas, de pornographie, de drogue, avec des trucs sanguinolents ou des trucs nazis ou je sais pas quoi. C'est interdit dans la policy et ça, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, c'est pas possible. J'espère que ça répond à votre question. Et donc la question qui se pose derrière, hein, c'est celle que vous avez posée à Mimo, c'est qui surveille les gens qui alignent les IA. Donc il y a un cadre de régulation en Europe qui a été mis en place. Il y a un executive order aux États-Unis. Il y a un certain nombre de régulations qui sont là. Les modèles open source, ils sont dans la nature. On ne sait pas ce que les gens en font. Les modèles propriétaires, on sait qu'ils sont plus ou moins alignés, mais on ne sait pas comment. C'est une boîte noire là aussi. On ne sait pas comment OpenAI aligne ses modèles. Donc il y a un enjeu, voilà. Mais c'est un enjeu qu'on connaissait déjà avec la modération sur les réseaux sociaux, avec votre flux d'actualité sur Twitter ou sur machin. C'est déjà des IA en fait qui définissent pour vous ce que vous voyez en premier et ce que vous voyez pas. Donc c'est une prolongation d'un truc plus global et plus philosophique, mais qu'il faut pas perdre de vue. Je suis assez d'accord avec vous. Et la deuxième question que j'ai zappée, bien entendu, Sur les données, les données. Voilà. Moi, j'aime bien répondre à cette question-là en disant, à votre avis, que sait Google de vous? De beaucoup de choses, voilà. Donc la réponse, elle est là aussi éternelle. Et moi, je vois pas de différence de nature entre les infos qu'on donne à ChatGPT versus celles qu'on donnait à Google. Google, c'est énormément de choses. On sait qu'il y a même eu des cas où ils arrivaient à savoir des choses que vous saviez même pas vous-même parce que vous laissiez. Donc voilà, les IA génératives, on va dire, ont des conditions générales d'utilisation, comme tous les services. Ça peu de gens le savent, dans ChatGPT, décocher une case dans les paramètres pour éviter que les choses qu'on met dans nos prompts soient utilisées comme données d'entraînement. Mais après, comme tous les services numériques, en fait, vous êtes obligé de croire la personne qui vous fait signer les CGU, quoi. Mais en tout cas, les fantasmes de dire je cherche un truc sur un de mes concurrents ou je mets mon plan stratégique dans ChatGPT et mon concurrent va avoir accès à mon plan stratégique, c'est du pur fantasme. Vraiment, et en plus, la plupart des gens le font déjà sur Google depuis des années, en posant des questions hyper ciblées ou qui peuvent être retournées. Donc voilà, moi, j'aurais pas cette peur-là. J'ai d'autres peurs, moi, sur les IA. C'est marrant, c'est pas celle-là, mais mais il y en a plein d'autres. Aujourd'hui, moi, ma question, c'était plus sur le domaine d'application, notamment dans l'éducation. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a 80% des élèves collège ou lycée qui savent utiliser une IA. Peut-être un peu moins pour les professeurs, mais demain, comment on va pouvoir utiliser l'IA dans l'éducation? Alors, il y a plein de cas d'usage géniaux. Nous, forcément, ça nous passionne à Simplon. Il y a plein de gens qui sont passionnés par ces sujets-là, donc il vaut mieux les écouter eux plutôt que d'écouter les gens qui disent qu'ils voulaient interdire la calculatrice et Wikipédia, etc. En revanche, c'est hyper challengeant parce que c'est Alain Goudet, qui est le responsable innovation de Neoma Business School, qui disait
Si ChatGPT peut passer un examen, ça veut dire qu'il faut changer l'examen. Ça veut dire que les modes d'évaluation qu'on utilise sont complètement dépassé. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, bon, bah tiens, pour demain, tu me fais un devoir à la maison et tu fais ça. Même nous, à Simplon, hein, quand on fait du code ou je sais pas quoi, bah, ChatGPT, ça code. Donc voilà, il faut changer le mode d'évaluation, il faut changer le type de compétences qu'on développe chez les gens pour que ce soit complémentaire de celles qui sont assurées par l'IA. Mais après, voilà, en termes d'accessibilité pour le handicap, de gestion de l'illettrisme, de coaching, de tutoring, d'adaptative learning, les cas d'usage de l'IA en éducation sont absolument géniaux. On peut imaginer d'avoir des chats GPT personnalisés pour un type de contenu et qui vous relancent, qui vous font travailler, qui vous expliquent un truc que vous n'avez pas compris. Moi, je crois que la moitié des cas d'usage que j'ai sur ChatGPT, ils sont pédagogiques. Je demande à une IA de m'expliquer clairement un truc que je ne comprends pas, quoi, ou de me mettre sur la voie de comment monter en compétence sur un truc. Donc, il y a plein de cas. En revanche, effectivement, même OpenAI a arrêté son détecteur de plagiat. On en parlait avant le truc, parce que détecter des plagiats d'IA, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de faux positifs. Donc, il y a des gens qui sont marqués comme étant plagiés alors qu'ils n'ont pas plagié. Et moi, j'ai appris à mes enfants à détourner les détecteurs de plagiat. Et donc, quand ils génèrent un prompt, ils génèrent un texte de niveau 5e avec quelques fautes d'orthographe. Et donc, ils sont indétectables. Et premier de classe. Et on va prendre une Je dernière leur apprends question, pas que ça. messieurs. Allez-y. Oui. C'est pour revenir sur le concept de destruction, création de métiers. Où, pour le coup, vous l'avez bien expliqué, c'était très intéressant. Mais c'est en fait sur le ratio où j'aimerais avoir votre avis sur ça. Parce qu'on voit bien que sur nos métiers, comme vous l'avez dit, et sur la relation client, sans le détruire, ça va en remplacer une partie. Un tiers, 20%, plus. Pour l'instant, on ne sait pas, mais il y a bien une partie de ce qu'on fait qui n'aura plus besoin d'être fait par autant de gens. Or, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais en tout cas chez moi, une partie de ma population, c'est pas des gens qui ont gros niveau d'études ou une capacité de rebond fort. Donc si on retire ce genre de poste ce poste d'entrée, il faut de nouveaux postes d'entrée. Et si c'est la correction de l'IA qui est les postes d'entrée, ça me paraît un ticket difficile. Mais Non, là, c'est de la magie noire, on ne sait pas trop. On sait que la croissance des gains de productivité va générer d'autres activités avec des nouveaux postes d'entrée. Donc, il n'y a plus de poinçonneurs des lilas, mais il y a peut-être d'autres gens, etc. Il y a des gens qui soutiennent que là, la rupture technologique auquel on assiste, elle est différente par nature de celle qu'on avait avant, par la vitesse de propagation. Au lieu de faire 15 ans, ça va mettre 5 ans. Et aussi par le fait qu'il y a une polarisation des métiers, c'est-à-dire qu'il va rester, pour ceux qui sont tenants de cette théorie-là, des métiers ultra qualifiés, de gens qui manipulent la créativité, le langage, le machin, le truc, qui sont augmentés par l'IA et qui ont des super pouvoirs, et des gens qui sont des tâcherons, avec des tâches unitaires hyper stupides et qui vont labelliser des trucs que ne peuvent pas faire les IA. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Pourquoi ça se passerait comme ça maintenant? Ça voudrait dire que la rupture technologique à laquelle on assiste, elle est différente par nature. Et en fait, on l'a vu sur le schéma du début, moi je ne vois pas en quoi elle est différente par nature. C'est des algorithmes de plus en plus poussés qui automatisent de manière de plus en plus poussée un nombre de tâches de plus en plus grande. Mais après, je veux dire, il y a une liste des métiers qui sont inautomatisables par l'IA ou la robotique et ils sont énormément nombreux. Je veux dire, avant qu'on ait de l'IA générative qui construise des maisons, qui soignent des personnes et qui fassent, je sais pas, des métiers du care ou de la cuisine. Moi, mes enfants, ils sont dans la cuisine. Voilà. Donc peut-être que ça va faire changer la tectonique des plaques. A priori, ça ne devrait pas faire disparaître les métiers d'entrée, mais par contre, peut-être que là où ils étaient dans la relation client, ils vont switcher sur autre chose. En ce moment, moi, je vois des gens qui faisaient de la relation client et qui vont dans le playing support. Donc, c'est des gens qui font de la relation client avec des joueurs sur des plateformes de jeux, type Sandbox ou des choses comme ça. Donc, voilà, là, il y a des cas d'usage où l'IA, voilà. Donc, moi, je suis optimiste de nature, sinon je ne serais pas dans la tech depuis 25 ans. Donc, je pense qu'on ne va pas finir, comme dit Sam Altman, avec un revenu minimum d'existence de $800 sur un canapé avec Netflix, juste à consommer et qu'on n'aura plus besoin de travailler. Je pense que les gens se réalisent dans le travail et qu'il y aura toujours du travail, plus ou moins qualifié pour tout le monde. Bon, c'est peut-être mon côté optimiste, je ne sais pas.
Bien, je vous propose de conclure sur cette note d'optimisme qui me va bien. Merci beaucoup Frédéric pour ce partage. Bon salon à tous. Merci, bon appétit à tous.